Bonjour à tous, seconde 8, c'est mardi après-midi 3 novembre, 14h05, 14h10 pour le premier groupe et dans les 15h40 pour le deuxième groupe. Là pour moi il est lundi matin, mais je prépare ma vidéo tant que mon petit bébé fait sa sieste avant qu'elle se mette à chouiner. Donc, que j'oublie rien. Vous devez être surpris de nous voir en vidéo, mais je pense que vous devez le comprendre vu la situation. Je vous en touche un petit mot et puis je vous donne quelques informations autres. Je suis cas contact Covid. C'est ma femme qui était positive pendant les vacances. Heureusement, pas de symptômes pour elle et tout va bien. Et elle a pu reprendre le travail. Elle est instite et elle a passé elle a eu le test négatif après avoir été positive, donc tout va bien. Et moi je suis cas contact, j'ai été négatif pendant les vacances, pas de symptômes, donc tout va bien, mais pour éviter un risque très très faible de propagation, je respecte les consignes sanitaires. Je dois faire mon deuxième test ce jeudi pour vérifier que je suis toujours négatif. J'aurai le résultat le vendredi et du coup je reprendrai avec vous, quasi sûr à 99%, lundi prochain. Ce qui veut dire que pour vous, il y a aujourd'hui une vidéo en TP et une vidéo demain matin qui vous attend à 8h sur ma chaîne YouTube. Ne la regardez pas ce soir, parce que dans ce cas-là, vous allez passer une heure à vous ennuyer demain matin, mercredi matin. Je préfère vous en parler, même si je pense que ça s'est toujours bien passé en septembre-octobre entre nous, mais je préfère vous le dire. Une fois que la vidéo est lancée par Laurent, par votre maître d'externat, voilà, ne faites pas de bêtises. C'est arrivé avec une autre classe de seconde qu'il y ait des soucis quand il n'y avait pas d'adultes dans la salle, pendant une vidéo en différé en octobre. Les élèves concernés ont eu une retenue un samedi matin. J'espère que je n'aurai pas à m'en occuper concernant certains d'entre vous de devoir donner du travail pour un samedi matin parce que vous aurez fait n'importe quoi. Ça c'est le bâton. La carotte c'est que donc demain ce sera chapitre 2 en chimie, il y aura une interro 2 semaines après. Pas la semaine du 9 quand je reviens parce que là s'il y a des questions ce sera un peu trop serré, mais la semaine suivante. Et là aujourd'hui la vidéo sur la réfraction, dispersion, je vais en parler. Ce sera au programme du prochain DS ou un peu plus tard, pas la prochaine interro, mais moi je vous dis juste voilà, attention, c'est un cours comme si j'étais présent, il n'y a pas vos questions, pas vos réactions, mais il faut faire, c'est mieux que pas court du tout. Je vous rappelle que vous êtes dans une année d'orientation et l'orientation, il faut travailler toutes les matières pour pouvoir affiner votre projet et pouvoir dire en fin d'année, je veux faire telle spécialité, je ne veux pas faire telle autre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Donc, normalement, il y a un ou une déléguée ou un volontaire qui est au poste prof. J'essaie de me souvenir les délégués dans votre classe, mais là j'ai un trou de mémoire. Il faut que de temps en temps la personne puisse mettre pause quand c'est nécessaire, s'il y a des élèves qui en ont besoin. Notamment, là il faut sortir son livret de laboratoire. Côté physique, donc vers les pages 60 et quelques. Je vais vous redire ça tout de suite, dès que ce sera allumé. Vous l'ouvrez et on va donc il y a 3 choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est page, je vais vous dire, page 67. On va corriger l'activité sur l'histoire de la mesure de la vitesse de la lumière. Deuxièmement, on va finir le premier TP sur la réfraction, où il y avait 3 questions à terminer, 2 faciles et une plus difficile. Et puis ensuite, on va commencer un TP sur la dispersion de la lumière, sur l'arc-en-ciel. Et vous allez voir que là, on va monter en niveau d'un point de vue calculatoire. Vous aurez besoin de votre calculatrice. J'ai une Graph 35 plus E comme une majorité d'entre vous, parce qu'il y aura une petite manip à faire dessus au niveau des angles. Voilà pour aujourd'hui. La vidéo fera peut-être pas 1h20, peut-être que 50 minutes, puisque comme il n'y a pas les questions, je peux aller un peu plus vite. N'hésitez pas à mettre pause de temps en temps. Dans le cas peu probable que la vidéo n'est pas terminée au moment de la pause entre les TP, elle est à terminer chez vous. Puisque la fin du TP de cette vidéo, on reprendra ça dans 2 semaines, donc le mardi
3, 10, 17 novembre. Voilà. Et donc là, je vais prendre mon téléphone dans les mains pour filmer mes écrans qui sont derrière moi. Et voilà. Allez, je dis pas ma phrase préférée si vous avez des questions, je suis tout seul dans mon bureau. C'est donc parti. Voilà, je prends mon téléphone, vous pouvez voir que je suis un peu geek avec mes 3 écrans. Et donc, on y va. Je commande d'abord le TP qui était à faire pour aujourd'hui. Histoire d'une difficile mesure, TP numéro 25, on est à la page 67. Le contexte, c'est un scientifique perse, arabe, qui vers l'an 1000 à peu près, a commencé à douter de l'instantanéité de la lumière. C'est-à-dire que jusqu'à l'an 1000, on pensait que la lumière se propageait instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de délai de propagation. Lui, il s'est dit, peut-être pas. Peut-être que ça va très très vite et qu'on n'arrive pas à mesurer. Eh bien, on va voir qu'il avait raison. Voici le document que je vous ai distribué. Au début du XVIIe siècle, Galilée est le premier à avoir essayé de mesurer cette vitesse, mais il n'y arrive pas. Quel était le principe? 2 collines, une lanterne avec une bougie ou une lampe à pétrole, je ne sais pas, à essence, à huile, pardon, une lampe à huile plutôt. Il lançait un sablier, il ouvrait le petit rideau qui cachait la lumière, celui en face écartait le petit rideau quand il voyait la lumière, et lui il arrêtait le sablier, Galilée, quand il voyait la lumière en face. Sauf qu'il avait beau faire l'expérience sur des collines qui étaient espacées de différentes distances, il trouvait toujours les mêmes mesures. Donc lui, il m'a dit, je sais pas. Le premier à avoir chiffré cette vitesse, c'est Romer, qui est danois, j'y étais presque, danois. Le satellite Io, c'est un satellite de Jupiter, c'est la tache noire, là, en couleur, que l'on voit sur l'image. Eh bien, dès le Moyen-Âge, c'est 5e, 15e siècle, on va dire plutôt à partir du siècle, siècle des Lumières, etc., on avait déjà des bonnes connaissances du système solaire. On avait bien avancé et on pouvait faire des prévisions de quand devait repasser le satellite Io devant Jupiter, etc. Et il avait remarqué qu'il y avait du retard par rapport aux prédictions. Donc au départ, on pensait qu'il y avait des erreurs de calcul, etc. Et lui, il a dit non, c'est pas une erreur de calcul. C'est juste que la lumière, ou ici en l'occurrence l'absence de lumière, le satellite cache Jupiter, donc il y a une absence de lumière, faisait que le retard était dû à la vitesse de la lumière qui était estimée pour lui à 220 000 km par seconde, qui est déjà une très bonne mesure en 1626. Moi, ça m'impressionne. Ensuite, Fizeau, le français Fizeau. Lui, il a fait une mesure plus précise en utilisant une roue dentée et un jeu de miroir, et il s'arrangeait pour faire tourner la roue dentée à une certaine vitesse pour que le temps ait juste le temps de faire un aller-retour entre 2 dents successives, et il arrivait à faire une mesure de cette manière-là, mais c'était on retrouve son expérience de Fizeau et de Foucault, on retrouve ça au Palais de la Science, je crois, le matériel, et il avait trouvé une mesure qui était plutôt pas mal. Foucault, quelques années après, il a amélioré. Lui, il a aussi pris un miroir qui tournait à 24 000 tours par minute, et il pouvait faire passer la lumière par des chemins différents, et il a pu estimer la vitesse de la lumière à une mesure assez précise. Le dernier que je cite, c'est Michelson. Ceux qui voudront faire une classe préparatoire Maths Sup, Maths Spé, vous allez le détester en spé, avec son interféromètre. Albert Michelson, Nobel 1907, il a amélioré le jeu des miroirs, et comme il avait de l'argent et qu'il avait de la place aux États-Unis, il a créé un pipeline pour la lumière de 35 km de long, et là il a pu faire des mesures très précises puisqu'il avait une longue distance. Bon, c'était pas encore très long, 35 km par rapport à une vitesse à 300 000 km par seconde, mais c'est déjà pas mal. Et il y avait aussi un jeu de miroir, bien entendu. Et puis en 83, ça a été fixé lors de la 17e conférence générale des poids et mesures. Elle a été fixée
à 299 792 458 mètres par seconde. Voilà pour ces quelques documents. Et donc, on va répondre aux questions. Je vais répondre aux questions que vous deviez faire. Quelle est la difficulté à laquelle ont été confrontés les différents scientifiques, notamment Galilée, lors de la mesure de la vitesse de la lumière? La réponse, c'était que la vitesse était tellement grande qu'il était délicat de la mesurer sur des courtes distances. Il fallait soit prendre un phénomène astronomique, soit s'amuser à agrandir la distance avec une roue dentée, des miroirs, un pipeline, notamment pour pouvoir faire la mesure, mais la vitesse était tellement grande qu'elle était dure à mesurer. Donc s'il y a besoin de mettre pause, n'hésitez pas entre chaque question pour que les 17-18 élèves là, du groupe puissent corriger. Sur quel paramètre... Ah ben, j'ai répondu à la question 2 en même temps. Sur quels paramètres ont-ils joué pour améliorer la précision des mesures? Ils ont pu augmenter la distance de manière un peu artificielle avec la roue dentée, le miroir, le pipeline. Ils ont pu agrandir la distance pour avoir un laps de temps plus grand à mesurer. Question 3. Quel savoir a montré que la vitesse de la lumière n'est pas infinie? C'est le premier à avoir fixé sa vitesse, c'est Romer. Tant qu'on n'avait pas de valeur, on pouvait dire que c'était infini, c'était un nombre impossible à mesurer, c'était instantané, donc 9 km par seconde à l'infini. Donc c'est Romer qui a dit non, c'est pas infini, c'est une vitesse finie, même si elle est très grande, c'est une valeur finie, c'est une valeur qu'on peut terminer, 220 000 km par seconde. Question 4, quel savant s'est le plus approché de la valeur admise actuellement? Eh bien, c'est Michelson, mon ami. Question 5, cherche-t-on actuellement encore à mesurer la vitesse de la lumière avec précision? Non. Donc, attendez, désolé, vous allez voir une photo personnelle de ma fille et de ma femme pour que j'ouvre le bac à sable. Hop, toc. Donc ça, j'effacerai. Toc. Hop. Donc, cherchons encore actuellement à mesurer la vitesse de la lumière avec précision. Non, en 83, elle a été fixée. Parce qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Une fois qu'on maîtrise une expérience, ça ne sert à rien de continuer à essayer de l'améliorer, puisqu'elle est déjà suffisamment précise. Et quelle valeur approchée retient-on pour cette vitesse? Donc, vous l'avez compris, c'est 300 000 km par seconde, qu'on peut mettre 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. Et si on met en mètres par seconde, une petite conversion ça fait du bien, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et il faut noter que cette constante est notée petit c minuscule. Donc là il me met la majuscule automatique, c. C comme célérité. Je vous l'écris le mot. Célérité. Célérité, c'est à peu près un synonyme de vitesse. Sauf que la vitesse, c'est plus pour un objet matériel. La vitesse d'un train, la vitesse d'un cycliste, la vitesse d'un objet qu'on lance, etc. Célérité, c'est plus utilisé pour la vitesse d'une onde immatérielle, la lumière notamment, célérité de la lumière. On pourrait utiliser ce terme pour le son, puisque le son, c'est un déplacement d'énergie, hein, c'est une perturbation d'un point de vue pression, on l'a vu dans le chapitre 13. On pourrait parler de la célérité du son, mais finalement on garde célérité que pour la lumière, qu'on parle de vitesse du son, parce que voilà, c'est ce qui est usuel. Donc vous notez ici, et c'est à noter en rouge quand les petits points sont en gras, c'est en rouge, C égale 300 000 km par seconde, ou environ égal, peu importe, je m'en fiche. Voilà pour ce document qui n'est pas retravaillé, qui n'est pas à connaître pour une interro ou un DS, c'est pour vous intéresser à la science, et moi j'aime beaucoup faire des digressions, je pense que vous l'aurez compris au bout d'un moment. Si on a déjà fait un TP en P4, si un jour ça vous intéresse, il y a un petit musée à visiter où on peut retrouver du vieux matériel, et notamment j'ai récupéré un miroir tournant qui a été fabriqué par quelqu'un, je ne sais pas qui peut-être a été utilisé pour l'expérience de Foucault, mais bon, c'est peut-être plus pour une expérience d'optique classique.
notamment dans mon musée. Je dis mon musée parce que c'est moi qui l'ai réalisé, mais ça reste du matériel appartenant au Chartreux ou à d'autres établissements scolaires. Hein. Je suis allé à droite et à gauche pour en récupérer. En P4. Allez, donc première partie c'est terminé, 15 minutes, tout va bien. On passe à la deuxième partie. Je rappelle ce qu'on avait fait avant les vacances de Toussaint. Réflexion et réfraction à l'aide d'un tableur. On avait vu la réflexion, que I est égal à R ici. Et puis on s'est amusé à voir que Ptolémée, pour la réfraction, je rappelle que c'est ça. La réfraction, c'est une déviation du rayon lumineux quand il change de milieu, du milieu 1 au milieu 2. N, c'est l'indice de réfraction, je vais en reparler. Ptolémée avait raison, Grosseteste, il pensait que c'était la moitié, il avait faux, il avait tort. Kepler, il avait raison puisqu'il ne s'était pas mouillé en disant un angle d'incidence faible. Et René Descartes avait raison. Et on avait terminé par... je vais vous écrire la loi que vous avez pu écrire, mais on verra qu'elle n'est pas tout à fait juste. J'en reparlerai. On avait écrit sinus I égale N fois sinus R. I, c'est l'angle d'incidence. R, c'est l'angle de réfraction par rapport à la normale. Regardez où ils sont. I, c'est l'angle par rapport à la normale du rayon incident. R, c'est l'angle du rayon réfracté par rapport à la normale. Et N, on avait vu que c'était l'indice de réfraction de votre demi-cylindre. Et grâce au document ici, on avait vu que c'était du plexiglas que vous aviez sous la main. Donc voilà. Allez, on va attaquer les questions 17, 18 et 19. Et là, pour le schéma ici, je n'y ai absolument pas pensé. Est-ce que sur... donc attendez, je vais sur mon site voir si j'ai un demi-cylindre pour le schéma, pour vous expliquer la question 19 qui est la plus dure. Donc là, je suis sur physiquechimie.org. Pour information, dans seconde cours, vous avez des résumés de cours. Et chapitre 14, non. Et dans exercice, il y a quelques DS de l'année dernière qui traînent, voilà, ici. Et est-ce que j'aurais pas mis... Ah, punaise. La réfraction, donc... Attendez, sur un autre écran, je vais aller voir le lien, parce que j'ai pas mis le lien. Et normalement, les trucs sont en ligne. Où est-ce que je les ai mis? Donc, seconde. TP. Univers. Mouvement, non. Ah voilà, je l'ai. Donc, faut que j'aille dans TP. Est-ce que je peux y accéder? Il ne veut pas parce que c'est protégé. Et il faut que je fasse réfraction underscore réflexion .swf. Normalement, ça doit marcher. Document non trouvé. Est-ce que je suis bien dans seconde? TP. Oui. Ah, j'ai oublié santé. C'était les anciens thèmes. Hop, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ah voilà, il m'enregistre le fichier. Je vais l'ouvrir avec Internet, avec Edge. Est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant ici? Non, ça va pas marcher. J'ai tac. Une alerte de sécurité. Bon, cette animation, il faudrait que je la remette, mais on retrouve l'expérience. Je vous la montre tant que j'y suis. Les angles, on va noter l'angle d'incidence et l'angle réfléchi, c'est les mêmes, hein, les deux angles là, orange et rouge. Et l'angle rayon réfracté, il est plus petit. Regardez, on le voit bien quand j'écarte. On voit bien que c'est plus petit, puisque les indices, ça passe de 1 à 1,5, c'est votre demi-cylindre qui est là. Je suis bien embêté parce que pour la question 19, je vais prendre Paint, je vais faire un schéma en direct pour la question 19. Allez, on y va. On y va pour le schéma. Allez, je dessine un demi-cylindre où j'improvise. Est-ce que c'est assez gros? Oui, donc
On va quand même prendre un trait, ce sera mieux. Hein. Voilà votre demi-cylindre. Hop. Et est-ce que je peux faire un truc arrondi comme ça qui soit joli? Ah, je pourrais faire un cercle. Ah, bah je sais. Je vais faire un cercle, je vais couper en deux et je vais effacer. Donc, hop. Ensuite, un petit trait. Hop, voilà. Ensuite, toc. Et voilà, demi-cylindre. Ensuite, je vais mettre en rouge la normale, ici au milieu. Ah, on va y arriver. Hop, voilà. Allez, donc on y va. Donc, votre rayon lumineux que je vais faire en jaune. Je peux pas mettre les flèches. Est-ce que j'ai des flèches autorisées? Non, j'ai pas de flèches. Donc, votre rayon arrive ici. Est-ce que je peux le bouger un peu? Voilà. Et je vous mets quand même une petite flèche ici. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est le schéma qu'il faudra faire, notamment à la question 19, là, dans le petit carré qui est là. Le faisceau de lumière traverse deux surfaces de séparation, deux dioptres. Lesquels? Un premier dioptre, c'est le dioptre qui est plat ici. Le dioptre R plexiglas, maintenant qu'on sait que c'est du plexiglas. Donc je vous l'écris. Le dioptre 1, c'est le dioptre R / plexiglas. Et comme nous l'avons vu, quand il arrive ici, il va être dévié. On va dire comme ça. Voilà. Je vais remettre une petite flèche ici. Ici. Et il va rencontrer un deuxième dioptre. Un dioptre arrondi. Et là, c'est le dioptre plexiglas / R. On ressort du plexiglas. Donc, le deuxième dioptre, c'est dioptre plexiglas / R. J'ai l'impression d'être comme avec Emmanuel Macron et corriger mes textes en direct. Même si c'est pas la même technologie, mon clavier. Donc, voilà pour la question 17. Question 18. Pour quel angle d'incidence il n'y a pas de déviation du rayon réfracté? Donc, on rejoint ce qu'avait dit notre ami Ptolémée. Question 18. Il n'y a pas de déviation quand le rayon arrive sur la normale, quand il est perpendiculaire au dioptre. C'est-à-dire que si je mettais un rayon là vertical ici, il irait tout droit. Il suivrait le trait rouge qui est ma normale. Donc vous pouvez noter à la question 18, lorsque le rayon arrive sur la normale ou lorsque le rayon est perpendiculaire au dioptre. Vous choisissez l'une des deux possibilités pour la question 18. Et on arrive à la question 19 qui est un peu plus dure. Pourquoi le faisceau de lumière ne subit pas de réfraction sur la face arrondie du demi-cylindre? Donc, ici, on s'était arrêté là au TP. Eh bien, votre rayon lumineux, il continue tout droit ici en fait. Pourtant, il traverse bien un dioptre, il fait ça. D'accord, il continue tout droit. Pourtant, vous traversez bien, vous passez d'un milieu à un autre milieu. Ici, il y a une réfraction sur le premier dioptre. Pourquoi il n'y a pas de réfraction sur le deuxième dioptre? Donc là, c'est une question un peu plus dure. Donc, il passe pourtant d'un milieu transparent, le plexiglas, à un autre milieu transparent qui est l'air. Eh bien, la réponse est la suivante, c'est que votre rayon, il part ici du centre. Le centre du demi-cylindre. On pourrait dire le centre du cylindre si on prenait le en entier. C'est-à-dire que le trait en jaune qui est à l'intérieur du demi-cylindre ici, en maths, on appelle ça un rayon. Un rayon. D'accord? Donc là, on a un rayon du demi-cylindre. Donc on peut dire que le rayon lumineux dans le demi-cylindre est sur un rayon du demi-cylindre. Et regardez comment il arrive sur le deuxième dioptre ici. Quel angle est-ce qu'il fait sur le demi-cylindre? Il fait à peu près un angle droit. Regardez, je peux vous dessiner ici un angle droit. Donc, hop,
voilà un angle droit. Regardez, on est bien perpendiculaire à la face sortie qui est légèrement courbée, mais c'est un angle droit. Si on devait dessiner la normale en rouge, je vais la faire en plus petit. Elle est ici la normale. D'accord, la normale au demi-cylindre. Et à la question 18, on vient de dire quand est-ce qu'il n'y a pas de déviation. On a dit quand le rayon est sur la normale. Bah là, le rayon en jaune, il est sur la normale au dioptre 2. D'accord, c'est-à-dire que la normale, on la dessine une fois qu'on sait où est le rayon. Si le rayon sortait ici, votre normale serait comme ça. Si votre rayon sortait ici, votre normale serait ici. Il y a autant de normales que de points de sortie, entre guillemets. Donc, attendez, je vais peut-être faire un petit zoom, si je peux. Zoom avant. Ah bah, ce sera mieux comme ça. Regardez, c'est plus joli. Donc voilà. Donc, sur le schéma, vous faites ceci sur le schéma. Et on peut noter que lorsque le rayon lumineux sort du demi-cylindre, il est perpendiculaire au deuxième dioptre. Donc celui qui est sur l'ordi, il pourra mettre en arrière, bien sûr. Il est perpendiculaire au deuxième dioptre. 2 points. Le rayon ne sera pas dévié. Donc voilà ce que j'attendais comme réponse à la question 19. Et ça, il faut que je mette en ligne. Voilà, je le note pour y penser. Voilà pour la fin de ce TP qui est un peu dur, et puis on va aller un peu plus loin lors du TP suivant. Et je me pose la question, je vais essayer d'aller voir un autre site qui s'appelle Australo. Et d'ailleurs, mon animation vient de là. Voilà, est-ce qu'il aura fait le prisme? C'est le TP qui arrive, j'aimerais bien vous le montrer. Parce qu'on aurait été en laboratoire, je vous l'aurais montré avec un prisme. Mais là, il n'est pas ici sur le nouveau site de mon collègue. Et donc, je vais aller sur l'ancien site, animation physique. Donc, on va aller en optique, regardez. Voilà. Qui date de 2006, waouh. C'est vieux ça. Vous étiez né en 2006 ou pas? 2006 et 14, oui, vous devez être né, tout juste. Donc, allez, on attaque le TP numéro 27. Donc, page 73. Dispersion de la lumière. Donc, c'est le chapitre 15, mais il y a un lien très très fort avec le chapitre 14. Vous allez vite comprendre pourquoi. Contexte. Le nombre de couleurs qu'on a l'habitude de compter dans un arc-en-ciel est différent selon la civilisation. Aristote, donc Antiquité, pour lui, il n'y avait que 3 couleurs. Et plus tard, qu'en dénombrait 4. C'est un autre philosophe antique, scientifique antique, savant antique. Notre civilisation parle de 7 couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais en physique, on remplace l'indigo par le cyan. On dit rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet. Et le cyan, il est entre le vert et le bleu. Et des expériences de physique permettent d'obtenir des arcs-en-ciel qui sont assez simples. Je vous le montre tout de suite avec l'animation qui est là. Si je prends une source blanche et je prends du quartz, on voit que ça fait légèrement l'arc-en-ciel. Si je prends du verre chrome borosilicaté, là ça marche encore mieux. Et si je prends un flint dense, c'est encore plus joli. Par contre, si je prenais une source monochromatique rouge, que ce soit du quartz, comme c'est monochromatique, du borosilicaté ou verre flint dense, ça change absolument rien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec le TP là. Ouais, on va montrer ça tout de suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le prisme, et je vais prendre un flint dense comme ceci pour que ce soit bien joli. Donc ça, j'aurais dû faire l'expérience en vrai. Et pour ceux qui aiment la musique, ça doit vous rappeler un des disques qui s'est le mieux vendu dans le monde, où il y a cette image sur la pochette. Je vous laisserai chercher le groupe si ça vous intéresse. Allez, on y va. Premier document, c'est l'expérience de la lumière par Newton. Il a pris un prisme, il a fait un petit trou dans un volet
ici, avec la lumière du soleil. Il l'a envoyé sur un prisme et lui, il obtenait les couleurs qui étaient étalées. L'expérience cruciale de Newton avec 2 prismes ici, je vais expliquer après. Document 3, je vais en parler aussi, un graphique qu'on va étudier. Et document 4, ce sera le schéma qu'on va étudier tout à l'heure. Et puis après, il y a les questions. Voilà. Donc les questions, on va faire jusqu'à la question 8 aujourd'hui, 30 minutes. Ça devrait faire 1 heure de vidéo à peu près. Peut-être un peu moins parce que je vais plus vite sans vos questions. Mais on s'arrêtera à la question 8 et dans 2 semaines, on attaquera la fin de la question 8. Et les questions là, qui sont très simples notamment, ce sera terminé pour la fois suivante. Allez, on y va. Il faut d'abord... Donc là, première question, il faut légender les expériences, les documents 1 et 2. Donc j'ai donné les réponses, mais merci à celui ou celle qui est sur le poste prof de mettre pause, d'essayer de légender par vous-même les 2 schémas, document 1, document 2, et après je vais corriger. Après, si vous voulez avoir les réponses tout de suite, allez-y, mais c'est pas le... Oh, excusez-moi pour mon doigt. C'est pas le mieux en termes de pédagogie. On y va pour légender le document 1. On a la flèche du haut ici. On a la figure colorée qu'on obtient. On appelle ça un spectre. C'est un mot qu'il faudra connaître, je vous l'écris. C'est le spectre de la lumière blanche, puisque la lumière du soleil, c'est une lumière dite blanche. J'en reparlerai dans 15 jours, du terme blanc. Si on était en laboratoire, il y a des affiches de spectres de lumière blanche en P2 et P3. Ça aurait été parfait. Deuxième flèche, vous mettez lumière blanche ou rayon du soleil, ici. C'est le trait qui est blanc ici. Je zoome un peu, comme ça vous verrez mieux. Troisième flèche, vous l'avez compris, c'est le prisme, ici. C'est le prisme que Newton a utilisé. Et quatrième flèche, ça montre le personnage Newton. Parfois en TP, je fais la blague que la flèche est très bien placée. On peut mettre les fesses de Newton si ça vous intéresse. Moi, ça me fait toujours bien rire. Donc Newton, et là c'est son assistant qui est juste à droite. Voilà pour le document 1. Hop, document 2, l'expérience cruciale de Newton. Lumière blanche, donc on l'a ici. Première flèche, prisme 1. Vous pouvez mettre prisme 1. Ensuite, là vous pouvez mettre spectre de la lumière blanche. C'est ce qu'on obtient ici. On fait ce qu'on appelle... attendez, je crois qu'il y a la question. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Troisième flèche, une planchette trouée. C'est écrit dans son document. À l'aide d'un trou dans une planchette, ici. Donc, planchette trouée. Excusez-moi, j'ai du mal. Et là, il a il a laissé passer que une radiation verte, un rayon vert. Donc nous, on utilise beaucoup le terme radiation. Radiation verte, je redirai ce qu'il en est lors du TP dans 15 jours. Pourquoi on dit radiation verte? On va en parler un tout petit peu dans quelques instants, mais plus dans 15 jours. Radiation verte. Deuxième prisme. Et là, vous pouvez mettre radiation verte uniquement déviée. C'est-à-dire que quand vous prenez une source monochromatique, un prisme ne fera que dévier, que faire de la réfraction. C'est avec une source blanche que là, il y aura une dispersion de la lumière blanche et on obtiendra le spectre. Donc, voilà pour ceci. Donc, radiation verte. Radiation verte uniquement déviée. Donc, voilà pour le document 2. Allez, on va répondre aux questions. Légender les schémas des documents et de ces faits. Le faisceau réfracté après le premier prisme, Doc 2, est-il blanc? Non. On obtient une figure colorée. Le nom sera donné à la question 3. Là, j'ai écrit... je cherche... voilà, on obtient une figure colorée. Donc, vous mettez nom.
on obtient une figure colorée où chaque couleur est séparée des autres. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne soit pas au laboratoire, je vous aurais bien montré le disque de Newton. Si vous prenez un disque, je vais vous taper le schéma, comme ça vous allez voir. Ah bah tenez, il y a une petite vidéo. Ah bah, je vais vous mettre une vidéo YouTube. Tac. Donc, hop, disque de Newton, c'est un disque rond avec les 7 couleurs. Et on va le faire tourner très vite. Regardez ce qu'on va voir. On obtient quelque chose de blanc jaunâtre quand on le fait tourner très très vite. Donc c'est ça l'expérience de Newton. Donc voilà, merci YouTube. D'ailleurs, vous êtes sur YouTube actuellement, donc double merci. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le disque de Newton. Question 3, quel nom donne-t-on à la figure obtenue? On obtient le spectre de la lumière blanche. Donc spectre. On obtient le spectre de la lumière blanche. Ouais, quel phénomène se manifeste ici? Question 4. Eh bien, on appelle ça l'expérience de la dispersion de la lumière. On peut dire aussi décomposition de la lumière. On disperse, on décompose la lumière blanche. Donc dispersion ou décomposition de la lumière blanche, c'est une expérience qui est assez importante. J'aurais peut-être dû mettre même ça en gras, parce que c'est à connaître. Et les radiations de la lumière blanche sont-elles toutes déviées de la même façon? Eh bien non. La plus déviée, ce sera la radiation violette, puis la bleue, et la moins déviée, parce que la lumière aurait dû aller tout droit, enfin elle aurait dû déjà aller tout droit sur le premier dioptre, et sur le deuxième dioptre aurait dû aller tout droit. Est-ce que je peux pas déplacer ça. La moins déviée, ce sera la radiation rouge, et ça c'est normal, on va en reparler. Donc vous pouvez noter que non, elles sont déviées, chaque radiation est déviée avec son propre angle de réfraction. Chaque angle est différent, et ça on va le démontrer. On va le démontrer à la question 8. Enfin, on va faire le premier calcul ensemble, et le deuxième calcul sera fait pour dans 15 jours. Donc, c'est pas ici. Question 5, je répète. Non, chaque radiation est déviée avec son propre angle de réfraction. Allez, on attaque des choses un peu plus délicates. Question 6. D'après le graphique, de quelle grandeur dépend l'indice de réfraction? Donc, je rappelle que l'indice de réfraction, c'est le N qu'on a vu ici. Et notamment dans le TP d'avant, on avait vu que l'indice de l'air c'est 1, l'indice du vide c'est 1, l'indice de l'air c'est 1,0003, l'eau c'est 1,33, le plexiglas c'est 1,50, le verre fluide 1,63, cristal 2, diamant 2,42, et c'est un nombre sans unité. C'est un nombre sans unité. Pareil, je peux vous en dire un peu plus, mais c'est pas au programme. Il faut juste savoir que c'est un nombre sans unité qui caractérise votre milieu transparent et qui va permettre de de prévoir la réfraction. Donc là, pour l'instant, on avait vu que c'était une valeur constante. Le plexiglas, c'est un 50 points. Le cristal, c'est 2 points. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Ici, vous avez un graphique pour le verre Flint en haut, donc vous, c'est en noir et blanc, et le verre Krone en bas. Eh bien, regardez, l'indice de réfraction pour le verre Flint, il varie de 1,63 à 1,59 à peu près. Le verre Krone, il varie de 1,53 à 1,51 à peu près. Pardon. Donc, c'est des valeurs qui varient légèrement. Et ils varient en fonction de quoi? En fonction de ce que j'ai en abscisse. Lambda en nanomètres. Donc là, je vais l'écrire. Lambda, c'est une lettre grecque qui s'écrit comme ceci. Est-ce que je l'ai en raccourci? Lambda, voilà. C'est le Y à l'envers. Donc ça, on appelle ça la lettre lambda. Et pareil, j'en reparlerai dans 15 jours. C'est 3 TP qui vont ensemble. Quand on est dans les 400 nanomètres, on sera dans les violets, ici. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Dropbox, seconde. C'est le TP que je vais vous projeter dans
dans 15 jours en TP. Regardez ici, voilà. Donc, regardez les nombres qui sont en bas. Violet, on est à 400 nanomètres. Bleu, on sera à 430. Cyan, c'est 480. Vert, 530 nanomètres. Jaune, on est dans les 580 nanomètres. Orange, 600. Et rouge, on est dans les 650, 700 nanomètres. Et puis, ça s'atténue jusqu'à 800 nanomètres. Donc, les valeurs que vous venez de voir à l'instant, on appelle ça, la lettre grecque utilisée c'est lambda, on appelle ça la longueur d'onde. Donc c'est la longueur d'onde. C'est comme pour la fréquence pour les ondes sonores, où on a vu ensemble que vers 200 Hz c'est un son grave, vers 2000 Hz c'est un son aigu. Eh bien, la longueur d'onde, ça caractérise une lumière qui fait que quand on est dans les 400-450 nanomètres, on sera dans les violets bleus. Quand on est dans les 650-800 nanomètres, on est dans les couleurs rouges. Et là, dans 2 semaines, on verra qu'avant 400 nanomètres, on a les ultraviolets. Et après les 800 nanomètres, on a les infrarouges ici. Donc ça, on en reparlera. Donc c'est un nombre qui caractérise chaque radiation, chaque couleur. Donc, je reviens à ma question. Si, d'après le graphique, de quelle grandeur dépend l'indice de réfraction, il varie en fonction de la longueur d'onde lambda, qui s'exprime en nanomètres. Vous pouvez noter ça, et j'en reparlerai. C'est une notion qui est un peu dure à aborder via une vidéo en différé. Donc c'est une longueur d'onde lambda en nanomètres. Question 7, on détermine l'indice de réfraction du verre fine pour une radiation orange. Là, je me suis trompé, c'est lambda orange 600 nanomètres et lambda bleu 435 nanomètres. Donc, pour 600 nanomètres, pour le flint c'est en haut. 600 nanomètres, regardez, on est là, on est à 1,60. Donc je l'écris. N orange égale 1,60. C'est un nombre sans unité, et ça je mets en indice. Voilà. Et ça, c'est pour la longueur d'onde de 600 nanomètres. Et N bleu, donc je prépare le N bleu, on va aller voir la valeur. Donc même chose, vous pouvez mettre pause pour essayer de la déterminer par vous-même, mais c'est de la lecture graphique. Normalement, en classe de seconde, ça doit marcher. N bleu, j'ai pris un lambda à 435 nanomètres. 435, on est par là. Regardez, on est pile ici, on est à 1,62. J'ai fait exprès de prendre des valeurs précises. Donc vous pouvez noter 1,62. Donc vous pouvez voir que l'indice de réfraction du flint pour une radiation orange n'est pas le même que l'indice de réfraction du verre flint pour la radiation bleue. C'est-à-dire qu'en fonction de la lumière qu'on lui envoie, il aura un indice différent. Et bien ça va être fondamental pour comprendre la dispersion de la lumière. Et on va attaquer la partie la plus délicate. Et c'est la dernière question de cette vidéo, 43 minutes, donc c'est parfait, normalement ça tient. On y va. On trouve grâce aux propriétés géométriques d'un triangle que l'angle d'incidence est égal à I égale 25 degrés lors du passage du verre à l'air, au point d'incidence J. Donc, c'est ici. Donc, je vous montre. On a un prisme isocèle en ABC, avec 25 degrés d'angle sommet ici. Une lumière blanche, là le rayon rouge, c'est blanc, arrive perpendiculaire ici au dioptre. Il n'est pas dévié, il va tout droit. Ça, je pense que vous avez compris. On est au point I. Là, c'est le point I, c'est ici. Et il arrive sur le dioptre AC en J. Et la radiation orange, donc là aussi il faut que je modifie, la radiation orange, elle va être déviée comme ceci, et la radiation bleue, on a vu sur le schéma qu'elle va être plus déviée. C'est où? Elle est là. Donc on va calculer l'angle de réfraction pour la radiation rouge, puis l'angle de réfraction pour la radiation bleue. Le I ici, en vert, donc en gris c'est la normale, il vaut 25 degrés. C'est une histoire d'angle alterne-interne. L'angle qu'on a ici, on le retrouve ici.
parce que en gris c'est perpendiculaire à AC, et puis on a 25 degrés perpendiculaire au rayon rouge. C'est une histoire d'angle alterne interne, j'en parle pas, I vaut 25 degrés. Et la valeur de R ici, on la connaît pas pour l'instant. Donc, I vaut 25 degrés, c'est 25 degrés. On veut calculer les angles de réfraction RR et RB. Donc, à gauche, vous ferez pour la radiation orange, on va la faire ensemble. À droite, ce sera pour la radiation bleue, ce sera à faire pour le 17 novembre. Donc, on y va. Ici, on va écrire d'après la loi qu'on utilise. Donc, c'est parti. D'après la deuxième loi de la réfraction de Snell, on en a parlé avant les vacances, Descartes. 2 points. Je vais diminuer un tout petit peu la police pour que ça tienne sur 2 places, sur 2 lignes. Voilà. Et là, je vais écrire la loi en entier. Ne l'écrivez pas pour l'instant parce que je vais expliquer. La loi qu'on écrira dans le cours, c'est la suivante. C'est N1 fois sin I égale N2 fois sin R. Donc j'écris le N ici comme ceci, le 1 en indice, le 2 en indice. Lors du premier TP, on n'avait pas écrit comme ceci, on a écrit juste sin I égale N sinus R. Donc on retrouve bien cette partie-là. Pour